Bonjour à tous, ici le Geekophile et je suis avec Florent. Salut. Alors aujourd'hui, enfin pour cette vidéo, on va parler cette fois-ci donc de rattrapage antérieur à 2020. Donc moi je vais me baser principalement sur des films donc de 2019 puisque j'ai continué mes rattrapages de films qui étaient présents au César 2020, donc sur les films de 2019. Voilà. Il y en a certains que moi j'avais vus au cinéma, 2019 ou 2020, qui étaient présents au César, et en fait on avait essayé de quasiment tous les voir, mais il y en a certains qui sortaient après les Césars, donc on pouvait pas rattraper quoi. Ouais. Et toi tu t'es vraiment attelé à ça pour avoir il y avait 100%. Il y avait des films qui me tentaient bien, que je voulais voir, donc il y en a des films qui vraiment me tentaient, il y en a peut-être que je rattraperai pas, mais en tout cas il y en a que je voulais vraiment voir. Et d'autres que je t'ai beaucoup conseillé. Voilà, donc du coup j'essaie de rattraper un maximum de ces films, et donc du coup je vous parle de 5 de ces films. Ouais. Alors moi je me suis beaucoup plus centré sur toutes les sorties qu'il y avait sur Canal+ et sur OCS, parce que là il faut savoir qu'on avait Canal+ et OCS en gratuit pendant une certaine période, donc je me suis dit c'est le moment, allez rattrape. Et il faut savoir aussi que sur Netflix maintenant ils se sont beaucoup ouverts sur d'anciens films. Ils sont arrivés à rattraper des catalogues, enfin, des catalogues pas complets, mais de certains réalisateurs français anciens. Et bravo, bien, c'est une très bonne chose pour découvrir de la cinéphilie de décennies très antérieures. Et moi je me suis fait un petit plaisir, alors j'ai pris le meilleur d'à peu près chaque catégorie. Voilà. Il y en a eu 5 aussi. Mais je te laisse commencer. D'accord, et ben moi je vais commencer avec donc le 5e film en fait, que j'ai vu dans les Césars, que j'ai bien aimé quand même, qui s'appelle donc Adult in the Room, donc qui est un film de Costa Gavras. Qui était nommé au meilleur scénario. Ouais, c'est ça, ouais, meilleur, un truc comme ça. Et donc lui, donc son Costa Gavras, il a fait plein de trucs, donc Le Coup près, d'autres. Et donc ici, on parle de la dette grecque, en fait. Il y a quelques années, il y a eu un changement de gouvernement en Grèce, et c'est un parti d'extrême gauche qui est passé au pouvoir, et ça n'a pas trop plu à l'Union Européenne, à une partie de l'Union Européenne, et parce que ce parti d'extrême gauche en fait voulait faire supprimer une partie de la dette grecque en disant voilà, on ne veut pas que ce soit notre peuple qui paye pour la dette, parce que la dette techniquement ce sont les banques qui l'ont créée, on ne veut pas de payer cette dette, on ne peut pas payer cet argent, donc on va trouver notre solution, vous allez supprimer une partie de la dette, on va s'arranger, ça va bien se passer. Sauf que l'Europe dit non, ça va pas se passer comme ça, et il va y avoir un conflit entre la Grèce et l'Europe, un certain nombre de pays, de personnes de l'Europe, et on va suivre donc deux personnes, donc je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est le Premier ministre grec et le ministre de l'économie grec, qui donc du coup vont être les deux personnes majeures dans l'évolution de cette politique. Et l'Union Européenne va faire en sorte, enfin les membres qu'on retrouve ici, qui ne sont pas les présidents, qui sont des premiers ministres, des députés, etc., qui vont faire en sorte essayer de faire en sorte d'opposer les deux personnages pour que en fait ils arrivent à leur fin, cette Union Européenne. C'est une stratégie quoi. Et c'est de la stratégie, et en fait il va y avoir une critique en fait de cette politique et de cette dette tout au travers du film. C'est-à-dire qu'on va pas parler vraiment du fait historique. Le plus important ici, ça va vraiment être cette critique de... En fait, c'est la petite histoire dans la grande histoire. C'est un peu le théâtre de l'absurde, du ridicule, au milieu de finalement d'un choc très profond et très dramatique. Et il y a une scène qui m'a surprise, c'est à un moment une scène de danse. C'est-à-dire qu'il y a le Premier ministre grec qui se retrouve encerclé par des représentants de toute l'Europe entière qui vont commencer à faire une certaine danse assez particulière, et qu'est-ce qu'il a dit, rejoins-nous, viens en gros, accepte de participer à ce truc là, mais du coup tu acceptes de faire payer à ton peuple la dette, etc. Et il va y avoir donc un peu une fantaisie métaphorique pour et du coup ça va être un gros bazar jusqu'à ce qu'ils arrivent à un référendum en Grèce, et en fait c'est l'équivalent, donc c'est le ministre de l'économie qui va entre guillemets gagner ce duel grâce à ce référendum, et il y a tout un truc comme ça, et c'est vachement bien fait.
c'est un peu complexe. Et c'est pour ça que je l'ai cassé que 5ème, parce que c'est un peu complexe quand on n'a aucune notion d'économie et de politique internationale. Franchement, c'est pas évident de comprendre, parce qu'il parle de l'austérité, mais on sait pas forcément ce que ça veut dire. C'est vrai que tout le monde parle d'austérité, mais comprendre le concept d'austérité, de qu'est-ce que c'est, etc., c'est des choses qui sont pas super simples, et je suis pas expert là-dedans. Donc c'est pas un film didactique, mais c'est vraiment genre tu as des puissants, regarde le cynisme de ce petit monde-là. Et c'est pour ça que ça porte ce nom, et c'est issu donc du film. Il y a quelqu'un qui dit cette phrase, qui dit mais y a-t-il des adultes dans cette salle? Voilà. Et c'est presque une marque qu'elle fait à la caméra en fait, cette personne en plus. Donc voilà. Donc on retrouve que des personnages réels en fait. Parce que je crois que t'as Michel Sapin dans le film. C'est ça. C'est des personnages. Donc les noms sont pas forcément dits, mais ce sont que des personnages vrais. On entend le nom d'Hollande, le nom de Merkel, ils n'apparaissent pas dans le film. C'est Alexis Tsipras. C'est ça, Tsipras. Par contre, lui apparaît dans le film, hein, c'est lui qu'on voit. Et par contre, voilà, on ne l'entend pas parler ni de Hollande, on l'entend parler de Hollande et de Merkel, mais on ne les voit pas dans le film. Parce que je sais que Costa Gavras, il y a peut-être 5 ans, il avait fait un film avec Gad Elmaleh qui s'appelait Le Capital, qui lui était extrêmement manichéen, avec des phrases du style il faut qu'on continue de prendre aux pauvres pour donner aux riches. D'accord, j'ai compris ce que tu voulais dire. Et le film était très manichéen, il s'est fait détruire. Et là, il revient sur quelque chose sur l'économie, mais avec peut-être plus de subtilité. Je pense. Avec un regard plus acéré. Parce que là, du coup, c'est vrai que le film nous laisse quand même la possibilité de choisir notre camp. Parce qu'ils expliquent les paradoxes un petit peu des deux camps, c'est possibilité de ça, possibilité de ça. Je pense que quelqu'un qui a plus un avis de droite va penser plus comme telle personne, quelqu'un qui a plus un avis de gauche va plus penser comme telle personne, et il va pouvoir se situer un petit peu dans le film. Donc c'est moins manichéen, je pense, que Le Capital, et ça laisse plus de liberté. Non mais moi il m'intéresse pas mal. C'est pas mal. Alors moi en numéro 5, j'ai mis un documentaire, parce que j'ai vu 2-3 documentaires pendant ce confinement. J'en ai vu un notamment sur Spielberg, qui s'appelle Spielberg, qui était sorti sur HBO, qui s'est rattrapé sur OCS, qui est absolument magnifique. Si vous avez aimé et vu la majorité des films de Spielberg, c'est parfait. Et si vous en avez vu très peu, et ben après le documentaire, vous avez envie de découvrir tout ça. Mais je vais parler d'un documentaire suisse ou franco-suisse qui s'appelle Free to Run, qui est réalisé par Pierre Morat. Alors Free to Run, libre de courir, et c'est le genre de documentaire que j'adore, parce que ça se base sur une idée toute simple, pour ensuite parler de quelque chose de très profond, de très universel et de dingue. Et voilà, ça j'adore, quand ça s'ouvre sur quelque chose de fou. En fait, ça parle simplement du plaisir de courir, et surtout de la pratique de cette course. Donc on parle actuellement, voilà, petit club de course, et ensuite on va revenir sur la création de ces clubs de course. Et tu te rends compte que dans les années 60, une femme qui court, c'est mal vu, ou c'est presque déconseillé. On considérait dans les années 60 qu'une femme qui courait 1 km, c'était dangereux pour elle. Qu'il fallait pas qu'elle fasse ça parce que ça pouvait la tuer. Et tu te rends compte de l'évolution de ce sport. Du coup, tu vas avoir un traitement qui est assez féministe. Par exemple, sur cette course, forcément avec que des hommes, et cette femme qui va être assez douée en course, qui va se faire passer pour un homme pour courir. Alors c'est une image qui est un petit peu connue, qui va porter un dossard, et le directeur de cette course qui va essayer de la rattraper avec des agents pour lui dire bah non, t'as pas le droit et tout, enlève-le. Et les journalistes qui vont prendre ça. Ou alors, par exemple, le maire de New York qui va se dire il y a moyen de faire une course dans notre ville, on n'a qu'à créer un marathon. Donc tu vas avoir les premiers marathons, et surtout toute la finance qui va se créer autour de ça. Donc tu vas voir les fans de course de l'époque qui vont être confrontés entre leur idée de liberté et de simplicité. La course, tu mets tes baskets, tu vas courir, il n'y a rien besoin, pas besoin d'infrastructure, avec toute l'idée de commerce qu'il peut y avoir derrière, et finalement l'antinomie, et toutes les marques qui vont s'associer à ça. Et tu te rends compte de toute la ferveur qu'il peut y avoir derrière, avec la politique du style mangez des pommes, mangez des fruits, courez, voilà, vous serez en bonne santé. Et après tu vas avoir un espèce de retour à l'essentiel. Mais c'est passionnant de bout en bout, et c'est le genre de sujet où à la base, tu vois, je suis pas un coureur, je me dis pas tiens je vais faire un marathon, tout ça,
mais c'est le genre de sujet qui est très fort parce que ça arrive à me prendre sur un sujet qui de base ne me passionne pas forcément. Ouais. Par exemple, tu vois, la course auto, je suis pas fan. Ouais, mais si je vois un film comme Le Mans 66 ou Rush, et ben je suis devant, je me dis waouh, c'est génial. Mais c'est pas pour autant que je vais acheter une voiture. Ouais, c'est sûr. Mais en termes de documentaire, je crois que c'est un des meilleurs que j'ai pu voir de ma vie. Okay. Et ouais, donc même si vous n'aimez pas la course, regardez Free to Run, je suis sûr que ça peut vous plaire. Du coup, en numéro 4, du coup, j'ai pris un autre film donc, de la sélection des Césars 2020. C'était donc Camille. Ouais. De Boris Lojkin avec donc une actrice principale Nina Meurice qui était nommée au meilleur espoir féminin. Voilà, meilleur espoir féminin. Très méritante d'ailleurs d'être dans cette catégorie. Alors, vraiment mérité aussi de l'avoir parce que très bonne actrice. Donc le concept c'est quoi? C'est une journaliste qui part en Afrique du Sud, en Centrafrique, pas en Afrique du Sud, en Centrafrique. Pour donc faire un reportage photo parce qu'elle était déjà allée en Centrafrique, elle a vu qu'il y avait des atrocités qui se faisaient parce qu'il y avait un conflit qui débutait entre donc deux factions, une faction plutôt musulmane et une faction plutôt chrétienne, et il va y avoir des atrocités qui vont se faire et donc du coup elle veut dénoncer ça pour que la France aille faire un renfort et essayer de calmer et apaiser les tensions. Et du coup, elle va aller donc retourner en Centrafrique. Et malheureusement, alors c'est quelque chose qui est une histoire vraie. Cette photographe va être tuée et on commence par ça, on commence par une scène où on découvre, les militaires français découvrent son corps. Mais donc le film s'arrête ensuite sur tout le moment où elle va découvrir et elle va vivre avec ces gens en fait et voir les conflits de l'intérieur. Donc c'est le périple de Camille, voilà, en Afrique. En Afrique, c'est ça. Donc on va même pas voir en fait la fin de sa vie. On va vraiment voir tout le périple, on voit pas quand elle meurt. Mais c'est vachement beau parce que du coup c'est inspiré donc de photos qu'elle a prises, parce qu'ils ont retrouvé son appareil et ils ont récupéré donc certaines photos et donc le film est entrecoupé de photos de cette photographe et il y a même dans le générique de fin des photos d'elle en fait, de la vraie Camille, donc qui était une journaliste, enfin une photographe qui débutait et qui va essayer de se faire une place dans la photographie. C'est un super beau film, ça permet de mettre en cause aussi un petit peu la place de la femme dans le journalisme, puisque elle va être entourée donc principalement d'hommes dans ce journalisme et ils vont l'aider, mais ils vont aussi la laisser se débrouiller. C'est peut-être ça qui va faire qu'elle va se retrouver donc dans les... Tu veux dire qu'elle se lance, elle, dans peut-être des territoires où eux-mêmes ont peur d'aller? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va dire « Ah, est-ce que je peux venir avec vous à tel endroit ?» parce qu'ils ont une voiture. Ils vont le refuser. Ils vont dire « Non, mais en gros, débrouille-toi. » Et ils vont faire un petit bout de chemin ensemble avec cette journaliste, mais au bout d'un moment ils vont la laisser faire ses propres explorations et c'est à ce moment là qu'elle va se retrouver rencontrer les mauvaises personnes et malheureusement se faire tuer. Mais c'est un très beau film, très fort en émotion parce que du coup on sait que c'est une histoire vraie, c'est basé avec des vraies photos qui sont très crues, très violentes. Donc du coup les photos participent à l'immersion et on découvre un peu aussi sa vie à travers la photographie. C'est ça. Et en fait ils ont bien adapté parce qu'ils ont pris en gros des photos et ils les ont mis en ce que ça colle avec les images donc, du film. Donc c'est vachement bien pensé, c'est vachement beau. C'est une histoire qui est assez récente hein, puisque c'était sous François Hollande, donc c'est un conflit qui est assez récent. Et donc du coup voir que d'ici 2000, enfin de peu près 2011 je crois, un truc comme ça, il y a encore des soucis comme ça dans le monde, etc. Ça permet de dénoncer ce genre de choses, de montrer, de le mettre en avant sur ce genre de choses, et c'est du coup un super... Et l'importance du journalisme d'être présent pour montrer. Ouais. Et c'est grâce à notamment les photographies donc, de cette journaliste et d'autres journalistes qui ont permis de l'investissement de l'État français, parce que c'était des choses qui étaient peu connues, qui étaient vraiment très sur le pays. Il y a des journalistes qui ont été au courant de ça et qui sont allés envoyer leurs photos à des médias. Et ces médias du coup ont pu relayer l'information et c'est comme ça que le gouvernement français a décidé d'agir. En fait ce film, ça me rappelle, quand tu m'en parles, ça me rappelle beaucoup le film Gabriel et la montagne, qui parlait d'un Brésilien qui était parti en Afrique, aussi une histoire vraie, qui était parti en Afrique pour escalader le Kilimanjaro, faire un petit périple avec sa copine.
Et sa copine partait, il se retrouvait tout seul, il se perdait un peu dans les montagnes. Et en fait, tout le film était retranscrit à travers les témoignages des dernières personnes à avoir vu. Par exemple, il était passé par, je sais pas, un gars qui l'avait pris en stop, il avait discuté avec lui, et hop, après il avait continué son périple. Et bien le réalisateur, il a retrouvé le gars qui l'a pris en stop pour avoir son témoignage. Donc, la personne réelle. On suivait cet acteur qui jouait ce jeune Gabriel perdu en montagne à travers le témoignage des vraies personnes qui l'ont tué. Donc c'est le style docu-fiction. Moi ça me plaît énormément parce que c'est très immersif, on est en totale empathie. Franchement ça donne énormément de voir, en vrai, ce que donne ce Camille. Et puis l'actrice est méritante d'avoir, elle aurait pu avoir vraiment le César du meilleur espoir. Des méritants. Alors moi j'ai rattrapé un film, un énorme classique que je rêvais de voir depuis longtemps. Un film de Brian De Palma qui s'appelle L'Impasse, The Carlitos Way en anglais. Donc ça parle de Carlito. Pas de Carlito, de McFly et Carlito. Hein. C'est pas vraiment le même. Donc en fait c'est un ancien mafieux, un ancien gangster qui sort de tôle. Et en fait c'est un peu une légende dans son quartier de New York. Et quand il sort, disons, tout le monde dit « Oh, Carlito est revenu, oh, c'est génial et tout, ah, tu te rappelles le coup que t'avais fait il y a 20 ans, ah, tu m'as beaucoup aidé. » Et lui, en fait, il veut s'échapper de ça, il dit « Ouais, écoute, je m'en fous de vos histoires, moi, je veux être tranquille, je veux être pépère. » Et pendant tout le film, en fait, il va être un peu rattrapé par ses démons, comme s'il pouvait pas tourner la page. Lui, il a envie, mais les autres n'ont pas envie qu'il tourne la page. Et il va se retrouver dans des combines véreuses, mais c'est vraiment un regard mélancolique. Sur le gangster. Et au-delà de l'histoire et de ce qu'elle raconte, t'as l'impression que c'est un peu la vision de Brian De Palma sur la figure du gangster et surtout de est-ce qu'un gangster peut vraiment être repenti, est-ce qu'il peut avoir une espèce de porte de sortie. Et le film est brillant parce que on est de rebondissement en rebondissement, des personnages qui sont plus cruels les uns que les autres. Il y a des passages qui font un peu penser aux Parrains avec des règlements de compte terribles. Et c'est hyper prenant. Et en termes d'action, c'est filmé, c'est merveilleux. Il y a une course-poursuite dans le métro. Il va se cacher derrière des poteaux. Alors tu vois le gars qui est un peu lâche, qui arrive à tirer des gens dans le dos, qui se poursuit un peu par tout le monde, qui a confiance en personne. Avec des gangs qui essaient de le rattraper, c'est jouissif. Tout le long, on est à fond avec lui, on se dit vas-y, tu peux t'en sortir. C'est tellement engageant. Vraiment une merveille, une merveille. J'ai pas encore tout vu de Brian De Palma, mais pour l'instant c'est clairement mon préféré. Okay. Donc à ne pas faire l'impasse sur l'impasse. Excellent. Alors le film c'est Seules les bêtes. Alors Seules les bêtes, c'est quoi? C'est en gros une histoire donc il y a eu un... Enfin c'est assez compliqué à décrire parce que c'est... En gros on va suivre 5 personnes. 5 personnes. Et on va avoir une histoire donc d'une disparition. Une personne on retrouve sa voiture sur le bord de la route et la personne a disparu. Et on va tracer cette histoire de cette personne à travers, aux yeux de 5 regards. Et on va avoir d'abord un premier prénom, avec tac, on voit l'histoire du point de vue de cette personne-là, on découvre la disparition de la personne. Bon, ça se conclut. Ensuite, on voit un deuxième personnage et on se rend compte que la deuxième personne en fait a un lien avec la première et introduit d'autres personnages. Voilà. Et en fait, à chaque fois, ça va un peu s'emboîter comme ça. Et à chaque fois, on a un éclaircissement sur pourquoi ça s'est passé. À un moment, il y a des personnages qu'on a croisé sur le premier arc qui vient rencontrer une personne du troisième arc scénaristique et en fait on se dit putain mais qu'est-ce qu'il fout là, et il y a le cinquième arc qui dit ah putain ouais, ah d'accord, ok, ça explique, et c'est super bien fait. Moi je trouve que j'ai adoré la construction, je vais m'étonner qu'il n'ait pas été plus présent en termes de... Ouais, je crois qu'il était nommé au scénario. Ouais, et bah, je comprends. En actrice ou je sais plus. Mais en tout cas, scénario c'est tout à fait compréhensible parce que j'adore la manière dont c'était construit. C'est vraiment tout le long tu te dis putain mais comment, mais c'est quoi le lien entre ça et ça, et puis même il y a une partie donc qui se passe à un endroit et puis tu te dis mais putain où est-ce qu'ils vont, et c'est brillant parce qu'on pourrait se dire putain mais où est-ce qu'ils vont avec ça, et ça s'emboîte parfaitement, c'est super bien mené. Moi accroché dans le film. Moi franchement j'ai accroché dans le film. Les acteurs sont magnifiques aussi en fait, et ce qui fait qui est intéressant c'est qu'ils ont tous un secret qui le relie de près ou de loin à cette disparition.
et on va découvrir chacun de leur tour leur secret. Et ça amène un truc. Et ça se passe dans la neige? Alors ça se passe... Des affiches de ce que j'ai vu, ça se passe dans le Jura ou... Ça se passe, alors je sais pas si ça se passe vraiment, je sais pas, c'est pas précisé où ça se passe vraiment, mais c'est vrai qu'il y a une bonne partie qui se passe dans un endroit neigeux en fait. Je dis pas tout parce que tout ne se passe pas à la neige, mais en tout cas il y a une bonne partie qui se passe effectivement à un endroit où il y a de la neige. Et franchement, donc c'est assez original dans moi j'ai bien aimé, ouais, franchement j'ai bien aimé, c'est vraiment ce thriller. Je crois que c'est adapté d'un bouquin. Ouais. Et donc je pense qu'ils ont dû reprendre la structure du bouquin. Les thrillers c'est souvent ça. Ouais. C'est assez fréquent que les thrillers soient tirés du bouquin. Et donc là, franchement, super réal. Écoute, le réal en tout cas il a fait ses preuves. Ouais. Avec le merveilleux Harry Anami qui vous veut du bien. Mais encore une fois, on retrouve sa patte dans le sens où il aime les trucs un peu pervers, ouais, c'est ça. Il va y avoir des relations très perverses entre certains personnages. C'est glauque, mais c'est tellement prenant, c'est tellement... action. Franchement, si tu arrives à le rattraper, celui-là, rattrape-le parce que... D'une certaine façon. Ouais, franchement, ouais. Alors mon numéro 3, c'est un film d'animation. Il faut savoir que Netflix a mis en ligne et à disposition tout le catalogue des studios Ghibli, ou Ghibli, je ne sais plus comment ça se dit en japonais. Ah oui. Et en fait, je les ai tous regardés. Il y en a certains que j'avais déjà vus il y a quelques années. Et là, je me suis dit, allez, je me fais la totale. Et au final, mon préféré, c'est le premier officiel des studios. Parce qu'il y a Nausicaa de la vallée du vent. C'est le premier seul de Hayao Miyazaki, mais qui n'est pas considéré comme un Ghibli. Bon, bref, c'est un peu bizarre. Et donc le premier Ghibli, c'est Le Château dans le ciel. Et la claque que je me suis pris, c'est extraordinaire parce qu'en fait, j'ai vu ce film et je me suis dit, waouh, mais tous les jeux d'aventure que j'adore, en fait, ça vient de là. Ils ont tout pompé. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que c'est un pur film d'aventure. C'est... comment dire, un petit gars qui travaille dans des mines de charbon, je sais plus trop quoi. Et un jour, il y a une fille qui tombe du ciel, qui tombe d'un dirigeable avec une pierre sacrée, et qui se retrouve dans ses bras. Elle dit, ah, tu viens d'où? Non, moi je me suis échappé, j'étais dans un dirigeable, j'étais poursuivi par des pirates et tout. Ouais, c'est bizarre, et j'arrive un peu à planer. Ouais, c'est bizarre. Et donc, tu vas voir cette amitié entre ce petit garçon et cette petite fille. Et puis après, tu vas voir des pirates qui vont surgir avec une espèce de mère de famille pirate acariâtre et ses enfants qui sont un petit peu beubeux. Et là, ça va partir, par exemple, sur une course-poursuite sur un rail au milieu d'un ravin. Et tu vas avoir vraiment un truc vraiment de pur film d'aventure, tu vois, avec le rail qui va commencer à s'effondrer et ils vont essayer de poursuivre ces jeunes. Ça, c'est très prenant dès le départ. Et en fait, elle cache un secret, c'est qu'elle a un médaillon qui vient d'une cité dans les nuages, donc de ce fameux château dans le ciel qui s'appelle Laputa, à ne pas confondre avec une insulte espagnole. Et toute la quête en fait, ça va être de découvrir ou de retrouver ce château dans le ciel qui est caché sous cette épaisse masse de nuages. Et ouais, comme je disais, c'est un pur film d'aventure, on va avoir vraiment tous les ingrédients, les péripéties, les rebondissements. Il y a toute l'âme du style Miyazaki qui est déjà complètement présente là-dedans. Alors forcément on retrouve ça aussi dans le château ambulant ou dans Porco Rosso un petit peu aussi, l'idée d'aventure. Mais là vraiment il y a la quintessence de son cinéma et quand j'ai terminé le film je me suis dit chef-d'œuvre absolu quoi. Okay. Et j'ai été complètement pris. Alors rattrapez les Ghibli si vous avez Netflix, rattrapez-les tous parce qu'il y en a peut-être 2-3 qui m'ont laissé un petit peu de côté. Mais la grande majorité, c'est des grosses claques. Et le château dans le ciel, pour moi, ça reste le sommet absolu. Ouais, il faudrait que je les rattrape parce que c'est vrai que moi, j'étais pas du tout emballé par ce genre de cinéma. Ouais. Bon, il faudrait que j'essaye peut-être. En plus, c'est une super porte d'accès. Oui, assurément. Du coup, maintenant que c'est facile d'accès. Parce qu'il y en a certains qui sont un petit peu profonds ou qui jouent vraiment à fond sur la métaphore. Tu vois, même Chihiro, si tu le prends au premier degré, tu dis, ouais, bon, d'accord, c'est une fille qui découvre un monde imaginaire. Il y a les monstres de la tradition japonaise, etc. Ouais. Et si tu cherches les métaphores qu'il y a derrière, ça prend un certain sens. Là, dans le château dans le ciel, même au premier degré, ça se suit parfaitement. C'est hyper lisible, c'est magique. Ok. Ton numéro 2. Et ben mon numéro 2, c'est Les Éblouis de Sarasuko.
Alors, je suis allé, donc c'est son premier long métrage Asuko. Je suis allé un petit peu chercher les critiques parce que du coup, moi j'avais adoré. Et j'ai vu qu'en fait c'était très... Enfin, il y en avait qui avaient adoré et qui avaient vraiment détesté. Il y en a qui comparaient ça un peu à un téléfilm. Ouais, c'est ça. C'est la critique assez habituelle. Mais moi j'ai trouvé ça génial. Parce que, encore une fois, c'est dans le... Vous le savez, on aime Harry, un ami qui veut du bien. Et là, c'est pareil, c'est horriblement glauque, en fait. C'est... Et je trouve que ce qui... Alors, si c'est inspiré de faits réels, hein, Asuko, en fait, ça a apparemment inspiré une partie de sa vie, qui aurait vécu ça. Et je trouve que là où ça va très loin, c'est que, par exemple, même en fait, pour faire global, c'est une famille qui adhère à une secte qui ne dit pas son nom. Voilà, c'est ça. En gros, c'est une communauté religieuse, catholique. Un peu douteuse. Mais, enfin, chrétienne plutôt, mais très douteuse. Avec un prêtre qui se fait appeler le berger. Et moi, là, je trouve que la métaphore, elle est géniale. C'est que le mec se fait appeler le berger, et pour commencer la prière, tout le monde fait bé, bé. Voilà. Et je me suis dit, ok, t'as résumé le film rien qu'avec ça. Parce que c'est vraiment des moutons. Les gens sont devenus des moutons qui ont suivi un mec qui leur vend des choses. Et le mec est tellement balèze, le prêtre, qu'il va réussir à faire croire à des gens que les pères des femmes les ont violés. Parce qu'en fait, au début, on se dit, ah, en fait, le père de la mère, pardon, de la protagoniste, enfin, le personnage principal, elle dit que, en fait, apparemment, elle a eu des problèmes avec son père. Elle me dit ça suite à une conversation avec le prêtre. On se dit ah peut-être et tout. Et on voit la fille qui va un petit peu chercher, qui va aller voir le grand-père en disant mais qu'est-ce que t'as fait, et puis le grand-père qui va dire non mais j'ai jamais fait de mal à ma fille. Et la fille, tout en discutant avec d'autres personnes, elle va dire ah mais moi je vois plus ma famille, elle est un peu triste. On dit pourquoi? Ah, parce que mon père m'a fait du mal. Et puis je dis attends, c'est un peu étrange ça quand même. Ouais, c'est genre c'est un prêtre psy hyper malsain. C'est ça, voilà. Et elle va commencer à se poser des questions surtout, et même on va lui refuser de faire de son école d'art parce que ouais mais qu'est-ce que t'as fait là? Bah écoutez, j'ai joué de moi. Ouais, tu t'es moqué de toi-même et c'est pas bien, c'est le diable. Puis voilà, elle commence à... Et il va y avoir des scènes mais terrifiantes de punition, pour essayer de faire sortir le diable d'elle. Enfin, c'est terrible, je trouve. Ouais. Alors, oui, donc là, ce film il a été nommé pour meilleur espoir. Meilleur espoir pour Célestine Brunkel. Ouais. Et moi, franchement, je l'aurais donné à elle. Ouais, franchement, moi aussi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, du coup, c'est le regard sur l'adolescence. Parce que l'adolescence, c'est là où tu es en conflit avec tes parents, où tu essaies de te construire en tant qu'adolescente. Et là, bah, elle est encore plus dans le conflit parce qu'elle est brimée par sa famille, par la communauté, et c'est un peu celle qui se rend compte que tout ça c'est un petit peu louche. Et c'est ça ce que j'ai aimé, c'est que le film c'est vraiment à travers ses yeux. Et même des fois, il y a certains trucs, elle va pas vouloir remettre en cause tout de suite, elle va avoir du mal et tout, puis... Elle va se demander est-ce que c'est de sa faute ou est-ce qu'il y a vraiment... Et le pire c'est, je trouve que la mère, même je trouve que la mère elle joue très très bien. C'est celle qui joue la connasse dans Camille Cotin, voilà. Et je trouve qu'elle joue très très bien, et elle va mettre cette culpabilité sur le dos de sa fille, qui est ignoble, et elle s'en rend pas compte. Et elle est instrumentalisée à fond. Voilà, c'est ça, ils vont retrouver, là les parents vont trouver une stabilité qu'ils n'arrivaient peut-être pas à avoir seuls, mais qui est malsaine, qui est vraiment malsaine. Et c'est terrible, c'est terrifiant ce film, il y a plein de trucs qui sont extrêmement glauques. Franchement, c'est un film qui est très, très puissant. Et ben mon numéro 2, alors moi j'ai mis un film de Vincente Minnelli qui est sorti en 48 avec Judy Garland et Jane Kelly. Alors il faut savoir qu'en 48, Judy Garland était mariée à Vincente Minnelli. Et ensemble ils ont eu une fille qui s'appelle Liza Minnelli, qui est extrêmement connue, qui est une chanteuse, etc. Et c'est intéressant parce que j'avais vu le film Judy, ce que je peux dont on avait parlé sur les rattrapages de février, donc il y avait une espèce de continuité. Et alors, des comédies musicales de ces années-là, j'en avais vu très peu. J'ai rattrapé ça sur OCS Géant, je me suis dit bon allez, faut tenter dans le cinéma, on va voir si ça me plaît. Et j'ai été captivé. Alors, l'histoire est toute simple, ça s'appelle Le Pirate, mais il n'y a aucune scène qui se passe en mer. Faut savoir ça. C'est une fille de bonne famille qui arrive dans un espèce de port, voilà,
Et elle va croiser un comédien. Un comédien qui se fait passer pour un pirate. D'accord. En disant oui, voilà, j'ai été le corsaire de toutes les mers, le Makoko. Ouais, Makoko. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il va essayer de séduire Judy Garland en se faisant passer pour ce pirate. Seulement, ce qui se passe, c'est que le maire de ce petit port maritime, c'est un vrai pirate qui s'est fait passer pour un maire. Donc tu vas avoir une espèce de double faux semblant avec le faux Makoko et le vrai Makoko. Et c'est génial parce que il y a un fond qui est assez dramatique, mais tout ça c'est mêlé à des chansons qui sont formidables. Je veux dire, toutes les chansons de ce film, elles me restent en tête. Il y a une chanson à un moment où, forcément c'est une troupe de théâtre, où il parle de clown. Elle est formidable. Vous tapez Be a Clown sur internet, vous avez cette chanson et vous l'aurez en tête pendant des mois, tellement c'est beau. Mais c'est vraiment, c'était l'âge d'or de la comédie musicale. Et il y a des scènes qui sont géniales. Par exemple, tu vas avoir Judy Garland et Gene Kelly qui vont se battre dans une maison. Ça m'a rappelé un peu Monsieur et Madame Smith. Ils vont s'envoyer des trucs dans la gueule. En même temps, c'est drôle. Oh non mais arrêtez, laissez-moi tranquille, vous allez me tuer. Et tu vois, elle va lui balancer un vase dans la gueule, lui il va se défendre avec un tableau, ou il va sortir un épée, il y a le bouclier qui va partir avec. Et c'est d'une drôlerie, c'est forcément extrêmement bien joué, et c'est hyper entraînant. Et dans le style comédie musicale, j'en ai vu 2-3 après, à la suite, pour essayer de rattraper du Vincente Minnelli. J'ai vu qu'il avait fait des films un peu plus dramatiques, mais c'est toujours très très travaillé, et oui, quasiment toute sa carrière est formidable. Ok, ben, c'est un réalisateur à rattraper. Ah oui, vraiment. Et on termine avec le numéro 1. Et donc bah moi jusqu'à présent j'essaie de parler de films dont on n'avait pas parlé et que Florent n'avait pas forcément vu. Et ben là du coup je termine avec un film dont on a déjà parlé pour les Césars. Que j'avais vu et adoré. Voilà, qui a eu donc le prix du meilleur réalisateur au détriment donc d'une grosse polémique. Entre autres, il a eu plein de prix. Voilà, il a eu d'autres prix, mais voilà, c'est le plus gros prix qu'il a eu et qui a fait le plus de bruit. C'est donc J'accuse de Roman Polanski. Alors, on ne va pas refaire de polémique comme quoi Roman Polanski, etc. On va juste traiter le film tel qu'il est. Et il faut dire que, eh bien, en termes de technique, en termes de réal, en termes de scénario, en termes d'acteurs, de narration, c'est génial en fait, c'est brillant parce que c'est vraiment... donc on a ce qu'on disait, cette contre-enquête de l'affaire Dreyfus, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les Césars. Donc c'est une contre-enquête sur cette affaire Dreyfus, où on a donc Dreyfus qui est enfermé sur une l'île de l'enfer, je crois, un truc comme ça, l'île du diable, c'est l'île du diable, et qui du coup attend, qui est enfermé, qui a été condamné. Et un des commissaires en fait de l'enquête remarque que certains éléments n'ont pas été bien traités, ou que certains éléments ont été oubliés, ou qu'il y a eu un indice secret en fait qui n'a été donné qu'au juge en fait. Il voit des failles et il fait sa contre-enquête. Ouais, c'est ça. Et il commence à se poser des questions et il voit que certaines personnes ne sont pas net hein, dans les enquêteurs, et il commence à remettre en cause tout, parce qu'il arrive en fait, il est nommé à la tête des services secrets suite à une polémique et un ancien qui est malade et qui ne peut plus exercer son rôle. Et bien du coup il prend la place et du coup il va remettre en cause tout le truc. Et il va se battre contre une hiérarchie très difficile à bouger pour arriver jusqu'à prouver et acquitter le pauvre Dreyfus. Et franchement c'est juste brillant quoi, de réalisation, brillant d'acting. Donc franchement voilà. Même la photographie, comme je disais, il y a certaines presque métaphores visuelles. Cette fenêtre qu'il ouvre et il voit qu'il y a des barreaux, comme s'il était enfermé dans ce petit monde. Toutes les personnes qui l'entourent qui sont très louches. Il est obligé de recontacter les personnes qui ont accusé Dreyfus pour essayer de remettre en cause leur témoignage, confronter des pièces à conviction. En termes de film d'enquête, ça fonctionne à fond. T'as l'idée forcément d'histoire et en même temps t'as un jeu d'acteur de Jean Dujardin qui est formidable.
Même les acteurs secondaires, je pense à celui qui joue Dreyfus et j'ai oublié le nom de celui qui faisait le rôle second, qui a été nommé en meilleur second rôle. Gadebois. Gadebois, ouais, c'est ça, Gadebois, qui est aussi très très bon dedans. Et je comprends leur nomination, parce que franchement, ils sont très très bons. Et donc du coup, termine avec ton premier. Alors moi j'ai terminé avec un film de 1942 qui s'appelle La Féline de Jacques Tourneur avec Simone Simon. Alors cette actrice est magnifique, voilà. C'est un film des années 40, alors t'as un noir et blanc qui est absolument fabuleux. En fait c'est considéré comme un film d'horreur. Il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. En 40, une femme qui se transforme en panthère, même de façon très métaphorique sur certains points, c'est un film d'horreur. Et en fait c'est un film que j'ai adoré parce qu'il va jouer à fond sur la synecdoque. Alors est-ce que tu sais ce que c'est la synecdoque? Je ne saurais te le décrire, mais je l'ai déjà entendu. Je vais te donner un exemple. Si je viens avec un couteau et que je te le plante ici, on va voir directement, tiens, il est venu avec un couteau, il l'a planté dans le cou. Mais si la caméra ne filme que mon ombre, on va voir la main avec le couteau, ton cou qui est là, et moi qui le plante. Et ben on va comprendre à travers l'ombre l'élément qui se passe en premier plan. Et ben là c'est pareil, tu vas avoir cette femme, tu vas voir l'ombre de cette femme qui va marcher, et boum, ça va se transformer en panthère. D'accord, à travers la synecdoque, tu vas pas avoir une transformation extrêmement visuelle. Ou par exemple, tu vas avoir des pattes de panthère ensanglantées qui vont marcher, et hop, après ça va devenir des pas humains. Donc tu vois, juste à travers ça, des idées visuelles extrêmement fortes, et ben on va comprendre la transformation. Donc n'en montre pas beaucoup, mais on comprend à travers l'esprit. Ça marche. C'est marrant parce que c'est en plus des trucs qui sont encore utilisés, notamment je pense à Harry Potter 1, la première transformation de McGonagall de chat en humain. Exactement. Comme ça. Je pense que ça vient un petit peu de ce film. Alors l'histoire, donc je crois que c'est une femme qui vient des pays de l'Est, de Pologne, qui arrive en Amérique. Elle rencontre un homme et il tombe amoureux. Seulement elle a encore, disons, un peu sa tradition polonaise vis-à-vis de sa famille, etc. Elle a un peu de mal à se livrer. Et ce qui se passe, c'est que elle cache le fait qu'elle se transforme en panthère. Elle va souvent dans un zoo où elle voit cette panthère, donc elle entretient une certaine relation avec cet animal. Et ce qui se passe, c'est que elle va être confrontée à une jalousie profonde, parce que lui, il va hésiter entre cette femme dont il tombe amoureux et une autre femme qu'il connaît depuis longtemps. Elle va s'en rendre compte, et elle va tomber jalouse. Et elle va dire, si je me transforme en panthère, je vais libérer un peu ma fureur enfuie en moi, pour essayer de faire du mal. Mais tout ça est traité de façon extrêmement poétique, et c'est ça qui m'a touché, parce que je me suis dit, un film des années 40 comme ça, qui est finalement très moderne. Et oui, forcément tout ça, ça va tourner à quelque chose de très tragique, mais c'est extrêmement marquant, et visuellement c'est absolument magnifique. Alors, il y a un remake qui a été fait dans les années 80 avec Natasha Kinski, que j'ai vu, peut-être 2 semaines après celui-là, qui lui va tourner beaucoup plus autour de l'horreur, parce que là on va avoir du coup une espèce de mythologie avec en fait c'est une descendante de femmes panthères, avec un style beaucoup plus érotique, où là l'homme va essayer de confronter son désir avec quelque chose de beaucoup plus bestial, et on va avoir des transformations qui font beaucoup plus horreur. Horreur années 80, dans le style La Mouche, tout ça. Ce que j'allais dire. Et je me suis dit, ok, on a un remake qui comprend la base et qui part dans une toute autre direction. Mais dans l'idée, je pense que je préfère l'original pour tout ce qui amène de poésie, de non-dit et de tragique. C'est vraiment une fable. Et dans l'idée, je pense que c'est peut-être le plus beau film que j'ai vu en tapage. Et pourtant, j'en ai vu des dizaines, mais celui-là, c'est celui qui me marque le plus encore. Du coup, après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Oui. Ça a été difficile de faire une sélection, mais là, j'ai pris un petit peu de chaque. Et ben c'est tout pour cette sélection de films rattrapage. On vous a donné 2-3 idées, j'espère. Voilà, parce que bon, si vous vous ennuyez, si vous ne savez pas quoi faire, si vous avez envie d'aller au cinéma mais que les cinémas ne sont pas encore ouverts, vous avez encore donc, des possibilités, avec notamment les plateformes Canal+, Netflix, et puis de la VOD ou des DVD, même, si vous aimez le format. Ça marche toujours. Voilà, ça marche toujours.
Voilà, bah c'était le Geekophile et j'étais avec Florent. Ah ouais. Et donc du coup, on vous dit à très bientôt, finité. Et une cantatem.